Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce super chapitre de repérage dans le plan en classe de seconde. Si tu souhaites juste rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de ce cours que je fais à la fin de cette vidéo. Présentation de ce cours de repérage dans le plan, c'est parti! Alors enfin c'est parti pour un vrai chapitre de seconde qui n'est pas très compliqué. On va d'abord présenter ce que c'est qu'un repère du plan et voir différents types de repères du plan. Et puis ensuite on va avoir une première formule qui va nous donner la longueur d'un segment, à condition de connaître les coordonnées de tes extrémités du segment. Et également une formule, et ça sera la deuxième et dernière formule du cours, les coordonnées du milieu d'un segment à partir du moment où tu connais là aussi les coordonnées des extrémités de ton segment. Donc ce cours, une fois que tu as compris ce que c'était qu'un repère et les différents types de repères, ne comporte que deux formules très simples, mais tu verras que pour être efficace dans tes exercices, il faut de 1, bien voir toutes les méthodes et se les rappeler, c'est beaucoup d'évidence mais il faut les revoir. Et également, je te conseille, comme je le dis ici, de bien maîtriser ta géométrie du collège, notamment toute la hiérarchie que tu dois connaître sur les quadrilatères. Souviens-toi, on a des polygones, certains parmi eux sont des quadrilatères, parmi eux certains sont des trapèzes, et après on peut tomber sur un parallélogramme, tu dois connaître la définition du parallélogramme ainsi que ses propriétés. Et puis ton parallélogramme, il peut partir sur le fait d'être un rectangle, tu dois connaître la définition du rectangle ainsi que ses propriétés, et également comment on passe du parallélogramme au rectangle, parce que là on a moins de choses à dire si on savait déjà qu'on était parallélogramme pour devenir rectangle, et ton parallélogramme il peut devenir aussi losange, définition du losange, propriété du losange, et comment on passe d'un parallélogramme à un losange. Et puis après, ton losange ou ton rectangle, il peut devenir un carré. Tu dois connaître la définition du carré, les propriétés du carré, ainsi que comment on passe d'un losange à un carré et d'un rectangle à un carré. Je vais m'en sortir. C'est essentiel pour réussir tes exercices. Nous, on commence déjà par comprendre ce que c'est qu'un repère du plan. D'abord, comprenons bien à quoi ça peut nous servir d'avoir un repère dans le plan. Eh bien, ça nous sert tout simplement à être capable de se repérer. En effet, si tu veux te repérer, il faut être capable de dire par rapport à quoi je me repère ou par rapport à quoi suis-je situé. À quelle distance de quoi? Et comment je me déplace dans mon plan pour se rendre jusqu'à moi? Alors, avoir un seul point de référence ne suffit pas pour se repérer. Imagine que tu connaisses que ça. Comment dire que tu es situé ici en M? Bon, bah, c'est une certaine distance. Oui, mais dans ce cas-là, tu pourrais avoir plein d'autres points situés à cette même distance. Donc, on voit que ce n'est pas suffisant. Si tu avais maintenant deux points, comment dire que tu es ici? Eh bien, là aussi, c'est pas suffisant puisque tu vas être capable de te déplacer sur cette certaine direction, mais tu vas pas être capable d'avoir de la profondeur du déplacement comme cela. Par contre, à partir du moment où tu as 3 points, c'est bon, on va le voir, c'est suffisant pour avoir un repère. Parmi ces 3 points, il y en a un qu'on va appeler l'origine du repère, en général repéré par la lettre O. Ensuite, on va avoir un axe OI qui nous permet de se déplacer de cette manière-là, et également le fait que OI, la distance OI va représenter ce qu'on va appeler une unité, puisqu'il faut savoir quelle est l'unité pour dire viens jusqu'à moi en faisant 2 fois. Oui, mais 2 fois, c'est quoi du coup une fois pour être capable d'en faire 2 fois? Et également l'axe OJ, avec là aussi OJ, la distance qui va être l'unité. Voilà ce que ça donne sur un schéma. On a donc notre axe ici qui va être appelé l'axe des abscisses, et puis un autre axe qui va être l'axe des ordonnées. On a O qui va être l'origine du repère. La distance OI représente une unité et OJ représente une unité. Cette distance en abscisse n'est pas forcée d'être la même sur la distance OJ. Et puis tes axes, tu vois, ils ne sont pas forcés d'être perpendiculaires. Voilà la définition, maintenant qu'on a compris d'où elle venait, d'un repère. Il te faut 3 éléments qui peuvent être présentés sous ces deux formes ici, avec donc O
un point, et puis OI qui te permet d'avoir un axe, et OJ un autre axe. Une autre manière de dire les choses, c'est de faire appel à des vecteurs et dire qu'ils ne sont pas collinéaires. Il ne faut pas que tes axes soient parallèles, sinon on tombe dans le cas où on n'a que 2 points finalement. Donc il faut que tu puisses créer de la profondeur avec 2 axes qui ne vont pas être de même direction. Donc voilà d'autres manières de noter ton repère, OIJ, ou bien O, vecteur OI, vecteur OJ, ou si tu le nommes par des petites lettres, ça peut se noter aussi comme ça. On l'a bien dit, la droite OI représente l'axe des abscisses, avec la distance OI, c'est l'unité, pareil pour OJ. Maintenant qu'on a un repère, on a tout pour se repérer, et notamment être capable de repérer un point M qui se trouverait dans ton plan. Il va avoir ce qu'on appelle une abscisse et une ordonnée. Alors l'abscisse, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est de combien de fois ai-je besoin de me déplacer parallèlement à l'axe des abscisses pour aller vers A. Et il faut aussi une ordonnée. Combien de fois dois-je me déplacer sur l'axe des ordonnées pour aller vers A? C'est-à-dire que, évidemment, on ne se déplace pas comme ça et comme ça. Parce que ici, tu n'es pas parallèle à ton axe des ordonnées. On doit donc se déplacer toujours de manière parallèle à nos axes. Donc pour aller en A, on va partir de l'origine, faire à peu près 1,5 fois, c'est un exemple, suivant l'axe des abscisses, et puis ensuite, parallèlement à l'axe des ordonnées, 2 fois l'unité qui était sur l'axe des ordonnées. Me voilà en A. A, il a donc pour coordonnées 1,5 pour l'abscisse et 2 pour l'ordonnée. Alors un petit moyen mémotechnique, souvent on peut confondre au début où est l'axe des abscisses et des ordonnées, c'est ce que j'indique ici. Tu vois, lorsque tu écris un A, tu finis ta lettre comme ça. Donc l'axe des abscisses, il est horizontal. Et puis lorsque tu dessines un O, normalement tu finis comme ça, ton axe des ordonnées, il est plutôt vertical. Maintenant, voyons voir les différents types de repères. Il y en a 4 et tu dois les reconnaître, et pour ça, tu dois comprendre leurs caractéristiques. Le premier, eh bien, il est quelconque. Il est constitué d'un point O qui est l'origine du repère, et donc 2 vecteurs non collinaires qui nous permettent d'avoir 2 axes. Ou bien, une autre manière de dire la même chose, 2 autres points qui ne sont pas alignés et qui nous permettent d'avoir l'axe OI et l'axe OJ. Ça, c'est le repère dit quelconque. Maintenant, si tu rajoutes une contrainte supplémentaire, le fait de dire que tes 2 axes sont perpendiculaires, on va dire qu'on a un repère orthogonal. Ortho, c'est quelque chose de droit. Tu vas chez l'orthodontiste, il te remet les dents droites. Maintenant, repartons avec un repère quelconque et donnons la contrainte que je veux que la distance qui représente mon unité sur l'axe des abscisses, je veux que ça soit la même distance sur l'axe des ordonnées. Je veux que donc OI soit égal à OJ et que ça représente l'unité. On dit qu'on a un repère normé. Et enfin, si tu fais la combinaison de ton repère orthogonal et normé, tu vas avoir un repère orthonormé. Donc tes axes sont perpendiculaires et ce qui représente ton unité sur l'axe des abscisses, c'est la même longueur pour l'axe des ordonnées. Maintenant, voyons voir la première formule de ce cours, être capable de connaître la longueur d'un segment dans un repère. Et attention, je le dis bien, ça ne fonctionne que dans un repère orthonormé. Donc tes axes sont perpendiculaires et ce qui représente l'unité en abscisse est la même pour l'unité en axe des ordonnées. Alors je vais te présenter l'origine de cette formule parce que je pense qu'elle aide à s'en souvenir. La question est la suivante. On a 2 points A et B dans un repère orthonormé dont on connaît leurs coordonnées. Le premier, point A, il a pour abscisse XA, et le deuxième, YA, et pareil pour B. Il serait pertinent et judicieux de se demander, mais serait-il possible de connaître la longueur du segment AB? Puisqu'après tout, je sais où est positionné le point A, où est positionné le point B, je ne dois pas être très loin d'être capable de donner la longueur du segment AB. Eh bien, si tu représentes cette distance AC et cette distance BC, ça doit te faire penser à une configuration connue du collège qui est une configuration qui se rapproche d'un triangle rectangle et donc l'utilisation du théorème de Pythagore. À condition d'être capable de donner la longueur AC et d'avoir la longueur BC, on aura la longueur de l'hypoténuse AB. Alors essayons de voir si on a la longueur AC. Et bien pour ça, souviens-toi que tu connais ton abscisse XB. On est par exemple, je vais dire un truc au hasard, on est par exemple en 5. Et tu connais l'abscisse de A, XA. On est par exemple en 3. Bon, eh bien, si ici nous avons parcouru 3 et que là, ça doit représenter 5, c'est que ici, il y a combien? Eh bien, il y a l'écart XB moins XA, il y a 5 moins 3, il y a 2.
Donc on est capable de connaître la longueur AC. Pareil pour BC, par une différence de YB moins YA. Et donc maintenant, si tu appliques le théorème de Pythagore dans ce triangle qui est rectangle en C, d'où le fait d'être dans un repère orthonormé pour bien avoir des axes perpendiculaires et pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, nous avons AB carré qui doit être égal à AC carré plus BC carré, on remplace, et puis comme on ne veut pas AB carré mais juste AB, on met une petite racine, et voilà l'apparition de ta formule à connaître par cœur. Voilà, je te la mets ici, cette formule à connaître par cœur, bien être dans un repère orthonormé. On comprend le ortho pour avoir le droit à faire du Pythagore, et normé pour qu'on ait le même rapport des longueurs en abscisse et en ordonnée. Je t'ai fait un petit exemple que je t'invite à faire par toi-même pour rencontrer et te familiariser avec cette formule. Donc la formule c'est xb moins xa au carré, et on fait une somme pareil pour y, on prend la racine. Mais cette formule reste vraie si jamais tu faisais l'opposé dans chacune ou pas de tes parenthèses, puisque ces parenthèses étant mis au carré, en fait en écrivant ça, moi j'ai écrit l'opposé du vrai truc, mais comme c'est au carré, bah, peu importe, le carré, que tu mettes un 3 au carré ou moins 3 au carré, tu vas obtenir 9 dans les deux cas. Donc cette formule reste vraie, il n'y a pas de panique à avoir si jamais tu te trompes et que tu mets l'autre écart. Par contre, il faut bien mettre une différence, hein. C'est bien une différence ici, sinon ça ne reste pas vrai. Deuxième et dernière formule de ce cours, c'est d'être capable de connaître les coordonnées d'un point I étant le milieu du segment AB dont tu connais les coordonnées, donc de A et de B. Pour appliquer cette formule, on n'a pas besoin d'être dans un repère orthonormé. Tu vois, ici, j'ai fait exprès de mettre un repère vraiment quelconque. Je t'invite à lire cette démonstration finalement. Ça présente la formule qui arrive, mais c'est sa démonstration. Tu vas voir, elle n'est pas très compliquée. C'est juste des longueurs qu'on additionne et on comprend l'origine de la formule qui vient ensuite. Alors cette formule, quelle est-elle? Eh bien, les coordonnées de ton point I, qui est le milieu du segment AB, c'est la somme de tes abscisses divisée par 2. Et pour l'ordonnée, c'est la somme de tes ordonnées divisée par 2. J'ai bien dit la somme. Ne confonds pas avec l'autre formule où il faut faire une différence. Ici, c'est une somme et on divise par 2. Ça peut aussi te faire penser, en fait, tout simplement à la moyenne de tes abscisses. On additionne et on divise par 2 et on a la moyenne. Donc les coordonnées du milieu, c'est la moyenne des coordonnées respectives des extrémités de ton segment. J'ai mis ici un petit exemple qui te permet de mettre ça en pratique. Je t'invite à le refaire. C'est vraiment pas compliqué. C'est déjà la fin de ce chapitre. On en fait un résumé. On a d'abord vu ce que c'était qu'un repère et quels sont les éléments indispensables pour être capable de former un repère. Il nous faut 3 points qui ne sont pas alignés. L'un va être appelé l'origine du repère, et puis avec le deuxième, on va avoir un premier axe qu'on va appeler l'axe des abscisses, et avec notre troisième et dernier point, on va pouvoir avoir un autre axe, d'où le fait que tes points ne doivent pas être alignés ou que tes vecteurs sont dits non collinaires, donc pas les mêmes directions. Et donc ce troisième point va nous former le deuxième axe qui s'appelle l'axe des ordonnées. Sur chacun de ces deux axes, on a la longueur OI qui nous permet de comprendre quelle est l'unité, et sur l'axe des ordonnées, on a OJ qui nous permet de comprendre quelle est la longueur d'une unité également. Une fois qu'on a posé un repère, on est capable de donner les coordonnées d'un point M qui se situe n'importe où dans ce repère du plan en lui donnant une abscisse et une ordonnée. Et l'abscisse, c'est combien de fois dois-je me déplacer sur l'axe des abscisses en rapport avec l'unité pour aller vers A, et combien de fois je dois me déplacer parallèlement à l'axe des ordonnées pour aller vers mon point A. Ensuite, nous avons vu les 4 types de repères. Un repère quelconque constitué de 3 points non alignés. Après, un repère orthogonal, ortho-perpendiculaire, donc mes axes sont perpendiculaires. Enfin, nous avons vu le repère normé, donc des axes qui sont quelconques, pas forcément perpendiculaires, mais ce qui représente mon unité sur l'axe des abscisses est la même longueur pour l'axe des ordonnées. Et enfin, la somme de ces deux repères normés et orthogonal qui forment un repère orthonormé. C'est majoritairement dans ce genre de repère que tu vas évoluer. Première formule sur les 2 formules à connaître de ce cours, c'est d'être capable de donner la longueur d'un segment à condition de connaître les coordonnées des extrémités de ton segment. Cette formule, attention, ne s'applique uniquement que lorsque tu es dans un repère orthonormée. Elle prend son origine dans le théorème de Pythagore et elle vaut ceci, donc la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Et étant donné que c'est au carré, tu peux te permettre, si tu souhaites, ou si tu ne t'en rends pas compte, ça ne va pas te fausser tes calculs, tu peux te permettre d'inverser xb et xa et yb et yk, puisque là tu prends juste l'opposé, mais comme c'est au carré, l'opposé, peu importe.
La deuxième et dernière formule de ce chapitre, les coordonnées du milieu de ton segment, à condition là aussi de connaître les coordonnées des extrémités de ton segment. Là, on n'a pas besoin d'être dans un repère particulier pour pouvoir appliquer notre formule. Et cette formule, elle est très simple. C'est tout simplement la moyenne de tes abscisses respectives et de tes ordonnées respectives. Donc XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Si tu veux comprendre d'où vient l'origine de cette formule, tu peux regarder cette petite explication qui est ici. Maintenant, il est important que tu consultes les méthodes puisque ça va te donner toute l'efficacité nécessaire pour performer en exercice et puis bien sûr de faire des exercices pour mettre ça en pratique. Il y a beaucoup de rappels de géométrie, je le disais en préambule, de troisième à connaître dans ce chapitre. Allez, bon courage et que la force soit avec toi.